j'aurais peut-être pu commencer par ce qu'il faut éviter de faire, aller voir sa banque traditionnelle, la banque de papa-maman, parce qu'on a confiance, et généralement, on se retrouve très déçu parce que beaucoup de frais, que des produits maison. Il faut savoir effectivement que je suis aussi anti-banque, et donc on se bat dans le même match, hein, c'est-à-dire contre les banques qui vous fourguent malheureusement des produits trop chargés en frais la plupart du temps et des produits maison. Je pense que tu connais ce fameux graphique de Warren Buffett qui montre l'évolution de sa fortune et qu'il est devenu, sa fortune est devenue exponentielle à partir de ses 70 ans, je crois, ou 60 ans. Il était que millionnaire en gros jusqu'à 60 ans, il est devenu milliardaire à partir de 70 ans. Et c'est l'objectif qu'on doit regarder, l'horizon de temps. Et puis derrière l'investissement, aller chercher le meilleur rendement possible en fonction du profil. Pareil, hein, si vous êtes profil prudent et qu'on vous propose 10% par an, sachez qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, je suis avec un invité spécial, un guest, Thomas Creton. Et on va parler d'un sujet clé, comment investir 500 € par mois quand on est débutant. Merci Thomas d'être là en tout cas. Ça me fait plaisir de te recevoir sur ce podcast. J'aurai la chance aussi d'intervenir sur le tien, donc ça fait toujours plaisir. Prêt pour ce sujet ? Je suis prêt, Jérémy. Merci à toi de l'invitation. Bon, je te demande rapidement quand même de te présenter, Thomas, pour qu'on sache qui tu es et pourquoi tu peux effectivement être une personne où on peut avoir confiance d'écouter tes propos sur ce sujet. Dis-nous-en un peu plus. Donc je suis Thomas Creton, je suis l'auteur du podcast Investir Simple. Je fais comme toi de l'éducation financière avec une dominante sur la gestion passive, notamment les ETF en bourse, les SCPI en immobilier. Je suis CIF, j'ai mon cabinet de CIF au conseil indépendant. Et puis voilà, j'essaie de faire bref. Donc création de contenu, plus cabinet de conseil, plus les projets perso, ça fait de quoi faire. C'est ça, on s'occupe bien. Bon, on va parler de ce sujet. Déjà, avant de savoir comment on investit 500 € par mois, il y a toujours un sujet essentiel qu'on rappelle à tous nos clients, c'est l'épargne de précaution. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment jauger cette épargne de précaution en fonction d'un profil type client qui doit mettre combien de côté ? Alors généralement, l'épargne de précaution, c'est vraiment la première étape quand tu veux investir, parce que vu que la plupart des investissements, c'est plutôt généralement du long terme, on préconise généralement 3 à 6 mois de dépenses sur un compte genre livret bancaire. L'objectif, c'est que ce soit liquide et disponible, et surtout sans risque. Donc, c'est généralement ce qui est préconisé. 3 à 6 mois de salaire. Alors après, ça dépend de sa situation. Tu vois, si tu es célibataire, locataire, sans enfant, tu auras peut-être moins de potentiels imprévus que si tu es père ou mère de famille avec 3 enfants, un chien et une maison. Tu vois. Donc, ça dépend aussi, le montant dépend de ta situation, mais généralement, on préconise ça. 3 à 6 mois de dépenses sur des livrets bancaires. En fait, cette épargne de précaution, c'est pour éviter de toucher aux investissements qu'on réalise, on est d'accord ? C'est ça. En fait, pour moi, il y a 2 objectifs. C'est permettre de laisser courir nos investissements sans devoir vendre quand la bourse va mal, par exemple, ou avec un investissement qui n'est pas liquide, genre l'immobilier. Et aussi pour les projets court terme. Alors, hors épargne de précaution, pour moi, il y a une autre façon d'investir sur des livrets ou des projets, sur des choses non risquées. Ça peut être pour des projets très court terme, style on va acheter un appartement, on a besoin d'avoir notre apport IMO qui soit sécurisé. On ne peut pas se permettre de le placer à risque. Il va falloir quand même le placer sur des choses peu risquées et disponibles. Ok, c'est plutôt clair. L'épargne de précaution, ça correspond aux besoins court terme. Et là, on est obligé d'en avoir un minimum. Et puis, on peut placer ça sur des livrets réglementés. Livret A, LTD. Ça, après, tu peux même optimiser. Tu peux aller sur des livrets boostés, s'ils sont remplis. Exactement, par exemple, c'est vrai. Éventuellement, du fonds monétaire, des trucs comme ça aussi. Voilà. À réfléchir en fonction du rendement potentiel. C'est vrai que le livret A reste la solution la plus facile. C'est défiscalisé en plus. Donc Exactement. Et on est parti pour parler du sujet comment investir 500 € par mois en 2026 quand on est débutant, qu'on n'y connaît strictement rien. Quelles sont tes 4 stratégies, Thomas ? Alors, moi, ce que je te propose, Jérémy, c'est de te parler des 4 stratégies un peu de manière progressive en partant de la façon la plus passive quand tu n'y connais rien jusqu'à la plus optimisée mais qui demande un peu plus de temps et de connaissances. Donc vraiment pour les débutants, purs débutants, en restant optimisé. Pour moi, une des meilleures façons, ça va être d'aller par exemple sur assurance vie ou PER en gestion pilotée. Ça peut être une gestion pilotée via un CIF, un CGP comme chez vous par exemple, qui va du coup optimiser ça en fonction de votre profil de risque, en plaçant sur les actifs les plus pertinents. On peut aussi le faire soi-même via ce qu'on appelle des robo-advisors, donc des brokers en ligne type Ramify, Umoni, Nolo, tout ça. Ça, c'est la façon la plus passive. On délègue absolument tout. Et généralement, on va orienter sur une enveloppe. Alors, pour les CIF CGP, c'est différent. Généralement, vous essayez, j'imagine, d'optimiser sur plusieurs enveloppes en fonction des objectifs aussi. Mais voilà, une des façons les plus simples et optimisées, c'est d'aller sur ces choses-là. Alors, pourquoi je dis ça et pas la banque ? Parce que
j'aurais peut-être pu commencer par ce qu'il faut éviter de faire, aller voir sa banque traditionnelle, la banque de papa-maman, parce qu'on a confiance, et généralement, on se retrouve très déçu parce que beaucoup de frais, que des produits maison. Donc ça, c'est plutôt la solution à éviter. Donc la solution à privilégier quand on démarre de zéro et qu'on ne veut rien gérer, assurance vie, gestion pilotée en ligne. Deuxième stratégie, ça va être plutôt de passer en gestion libre. Donc c'est à nous de choisir nos supports. Pour le coup, on peut rester sur la solution d'une assurance vie ou d'un PER. Alors la nuance, on peut évidemment cumuler les deux. La nuance va être surtout par rapport à un désir d'optimisation fiscale, si c'est pertinent, en privilégiant le PER plutôt que l'assurance vie. Mais mettons qu'il n'y a pas d'optimisation fiscale, on va dire assurance vie. Pourquoi ? Parce que c'est la simplicité. Avec une assurance vie, finalement, tu peux avoir tous les actifs au même endroit et te faire une allocation d'actifs diversifiés au même endroit. Je ne dis pas que c'est la solution la plus optimisée parce que, voilà, il y a des frais. L'assurance vie, c'est aussi beaucoup plus théoriquement pour la transmission. Enfin, c'est quand même un avantage plus successoral théoriquement plutôt que de placement. Mais, on va dire en termes de simplification, si tu prends une assurance vie en ligne, en gestion libre, tu peux avoir une allocation bien diversifiée. Tes 500 € par mois, tu peux mettre un peu d'ETF, un peu d'SCPI, un peu de fonds euros, un peu de private equity. Voilà, tu es ultra diversifié avec finalement une seule enveloppe. Donc ça, c'est la deuxième stratégie. Donc en gros, on reste sur la même enveloppe, mais on choisit nous-mêmes nos supports. La troisième stratégie, c'est, on va dire, la stratégie intermédiaire pour ceux qui sont un peu plus avancés, qui ont un peu plus de connaissances et qui sont prêts à finalement aller sur différentes enveloppes pour optimiser tout ça. Si on part sur une allocation standard, disons 500 € par mois avec un profil de risque, disons équilibré, et qu'on dit qu'il y a à peu près 200 € en bourse, 200 € en immobilier et 100 € sur du sécurisé. Donc, dans l'exemple 1 et 2, enfin stratégie 1 et 2, tu as vu, on mettait tout sur la même enveloppe, on ne s'embêtait pas. Dans la stratégie 3, là, on va optimiser un peu plus parce que notre stratégie bourse, on ne va pas la mettre sur l'assurance vie parce qu'il existe une enveloppe que je pense que les auditeurs connaissent très bien, qui s'appelle le PEA, Tout à fait. qui permet de faire une stratégie d'ETF indiciel, donc on va dire une stratégie de cœur de portefeuille en bourse, qui ne nécessite pas de grandes connaissances parce que, voilà, je ne vais pas forcément refaire un cours sur les ETF parce que pareil, je pense que tu as fait suffisamment d'épisodes là-dessus, mais grossièrement, ça permet de s'exposer à la bourse de manière passive sans avoir à suivre les marchés et sans essayer de faire mieux que le marché, juste en ayant la performance du marché. Donc finalement, la poche bourse de ces 500 € par mois, on va plutôt la mettre sur des ETF indiciels sur le PEA plutôt que sur l'assurance vie. Pourquoi ? Parce que pas de frais de gestion. Grossièrement, c'est l'avantage principal. Et les frais de gestion, pourquoi c'est important ? Parce que ça freine les intérêts composés. Je pense qu'on aura le temps d'y revenir après. Donc 200 € ETF sur PEA, dans notre exemple. Ensuite, sur la partie bourse, sur la partie immobilier, là pour le coup, ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc on ne peut pas dire qu'est-ce qui est mieux ou pas mieux, mais les deux options qui peuvent exister pour la partie STPI, si on reste sur la partie immo passive, ça peut rester en assurance vie, par exemple, ou on peut aussi le faire en direct. Alors là, il faut faire attention à la fiscalité parce que en direct, en SCPI, on peut très vite se faire allumer. Il existe beaucoup de mécanismes d'optimisation fiscale, les SCPI étrangères, la nue propriété, etc. Mais en le faisant via une assurance vie, ça peut aussi être intéressant. Et la dernière branche, les 100 derniers euros, pour le coup, si c'est du sécurisé, on peut les mettre sur le fonds euro, notre assurance vie par exemple. La quatrième stratégie, là on pousse encore un peu plus le bouchon sur l'optimisation et sur l'autonomie, et même sur la prise de risque. On reste avec nos 500 € par mois. Nos 200 € de poche bourse, on va les optimiser encore un peu plus. On va mettre uniquement 100 € sur le PEA pour une stratégie cœur de portefeuille ETF indiciel. Donc quand je parle d'ETF indiciel, là, je parle d'ETF indiciel large, les indices les plus connus, les MSCI World, les S&P 500. Bon, après chacun de faire son portefeuille, bien évidemment. Et on peut aller optimiser et pas mettre les 200 € sur le PEA, mais mettre 100 € sur le PEA, par exemple. Et on peut aller sur le compte titre, par exemple, pour mettre les 100 autres euros qui seront concernés pour la bourse. Pourquoi le compte titre ? Parce qu'il y a d'autres avantages. On a plus de choix en termes d'ETF. On peut aussi, bien évidemment, faire du stock picking si les gens s'en sentent capables et s'ils en ont envie. Mais par exemple, moi, un actif que j'aime bien sur la partie bourse, c'est les ETF Smart Beta. C'est, pour faire simple pour tes auditeurs, c'est en gros, on prend un ETF indiciel, par exemple un MSCI World, sur lequel on va appliquer un facteur qui va, du coup, filtrer un certain nombre d'entreprises dans ton indice pour garder que celles qui respectent un facteur. Par exemple, facteur momentum, facteur qualité, pour en citer que deux. Et historiquement, ce sont des ETF qui ont certains facteurs ont surperformé leur indice de référence. Donc ça peut être une façon de booster un peu le rendement de sa poche bourse, d'aller mettre finalement une partie sur des ETF Smart Beta. En plus, un avantage du compte titre, et là je m'adresse surtout à des personnes qui sont parents, on peut faire de la donation sur titre
et du coup avoir une purge complète de la plus-value si jamais des personnes veulent épargner pour leurs enfants. C'est un mécanisme qui fonctionne bien et qui peut être utilisé de cette façon-là, via le compte titre. Sur la partie immobilier, on peut rester avec les mêmes stratégies, soit SCPI via assurance vie, ou en direct, toujours pareil en fonction de la fiscalité, de l'objectif, besoin ou non de revenus passifs, etc. Et sur les 100 derniers euros de notre exemple, pour le coup, on peut aller un petit peu plus loin. Au lieu de mettre 100 euros sur du safe, on va pouvoir mettre par exemple 50 euros sur du safe et 50 autres euros, on peut aller sur des trucs un peu plus exotiques. Alors là, on augmente un peu plus le profil de risque aussi, mais un actif que j'aime bien à titre perso, que je pense que tes auditeurs connaissent, c'est par exemple les cryptos, notamment le Bitcoin. C'est une idée qui peut être mise en place. Pourquoi le Bitcoin et pas les autres cryptos ? Parce que le Bitcoin a des caractéristiques vraiment propres et selon moi, c'est vraiment un actif à part entière qui a de fondamentaux, vraiment une valeur intrinsèque très forte. Et vu qu'il est très volatile, finalement, faire un DCA comme on le ferait sur des ETF indiciels, avec bien sûr une plus faible proportion de son patrimoine, encore une fois, en fonction de son profil de risque, pourrait être pertinent dans ce cas-là. Ok, donc 4 stratégies. J'ai envie de dire qu'on commence du plus simple au plus complexe. C'est ça. Mais ça peut être intéressant au final d'aller par étapes. Et je pense que chaque étape peut aussi bénéficier de conseils ou pas, en fait, en fonction de l'accompagnement qu'on souhaite. Il faut savoir effectivement que je suis aussi anti-banque, et donc on se bat dans le même match, c'est-à-dire contre les banques qui vous fourguent malheureusement des produits trop chargés en frais la plupart du temps et des produits maison, et donc ça réduit fortement votre investissement mensuel. Parce que je pense qu'il y a 4 facteurs, et là-dessus tu en as parlé sans vraiment l'indiquer, c'est le temps, qui est à notre avantage, le montant qu'on met, donc on parle de 500 euros par mois depuis le début, le rendement qu'on recherche et le capital initial forcément de départ qu'on va mettre. Mais c'est vrai que ces 4 facteurs vont changer le capital qu'on aura à la fin. La capacité d'épargne aussi. Tout à fait. Dans les 4 facteurs, t'as le montant que tu peux épargner tous les mois va faire augmenter aussi finalement la boule de neige, quoi. En plus du taux d'intérêt, du temps et du capital initial, quoi. Ok. Sur ces 4 stratégies-là, toi, de ton côté, tu es forcément sur la dernière stratégie. Tu vois la plupart du temps des clients qui sont sur quelle stratégie ? Ça dépend. Si c'est des gens qui viennent me voir plutôt pour une mission de conseil ou qui ont besoin d'accompagner, ils sont plutôt dans la démarche de la stratégie 1. Ils veulent plutôt déléguer, ils n'ont pas forcément envie de prendre des décisions eux-mêmes. Par contre, ceux de mon audience qui vont plutôt prendre mes formations ou qui sont juste des auditeurs, ils ont plutôt tendance à être autonomes. Donc, ça va plutôt être la stratégie entre la stratégie 2 et 4, mais c'est plutôt la stratégie 3 qui fonctionne bien. Généralement, beaucoup de gens apprécient le fait de mettre des ETF indiciels sur PEA et d'utiliser l'assurance vie pour autre chose, même si l'assurance vie, c'est pas non plus obligatoire, on n'est pas obligé d'avoir une assurance vie pour faire ce que j'ai raconté. C'est une des idées qui existent, mais c'est plutôt la stratégie 3 qui revient souvent. Ouais. Ok, donc les différentes enveloppes, j'ai envie de dire que la diversification reste de mise. Les enveloppes sont complémentaires entre elles. Exactement. Avoir une seule enveloppe ne sert à rien. Il n'y a pas une qui est meilleure qu'une autre, ça dépend. Après, on va faire un discours de CIF, mais ça dépend de ton objectif. Sur pareil, ça dépend de ton objectif. Exactement. Etc. C'est l'objectif qu'on doit regarder, l'horizon de temps, et puis derrière l'investissement, aller chercher le meilleur rendement possible en fonction du profil. Pareil, si vous êtes profil prudent et qu'on vous propose du 10% par an, sachez qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc je préfère toujours le redire. Bon, tu as parlé aussi de la magie des intérêts composés. Est-ce que tu peux détailler un peu ce sujet-là, qui est beaucoup abordé sur les différents podcasts, mais que j'aime bien qu'on reprenne et qu'on comprenne bien. Les intérêts composés, c'est le fait contrairement aux intérêts simples, où tu es censé avoir, c'est un capital de 10 000 euros et que tu as 5% par an, les intérêts simples, c'est 5% qui sont calculés sur les 10 000 euros tout le temps. Les intérêts composés, en fait, tu as les 5% de la première année qui vont te donner, du coup, 10 050 euros, et l'année 2, finalement, les 5% ne sont plus calculés sur les 10 000 euros, mais sur les 10 050 euros. Donc forcément, au bout d'un moment, en fait, ça fait une courbe exponentielle. Pour ceux qui ont fait Bac S ou même ceux qui ont fait des maths jusqu'au lycée, se rappelle, je pense, de cette courbe exponentielle. Et ce qui est important en fait, de comprendre dans les intérêts composés, c'est ce que tu as un peu décrit tout à l'heure, c'est que comment est fait cette formule mathématique. Alors, je ne vais pas forcément faire des maths, mais de comprendre quelles sont les variables qui permettent d'influencer et comment les faire marcher au mieux. Tu les as très bien citées tout à l'heure. Tu as le capital initial, donc ça c'est ton fuel, ton carburant de départ. C'est le départ. Mais j'ai envie de dire aussi que c'est pas parce que tu n'as pas de capital initial que tu peux pas les faire marcher. Évidemment, ça marche mieux quand tu en as, mais tu peux vite y accéder si tu as une épargne mensuelle importante, donc deuxième variable. Troisième variable, le rendement. Donc attention, ne pas se faire aveugler par des rendements non plus, aller chercher du 20% si, comme tu dis, tu as un profil prudent. Donc il faut que le couple rendement-risque soit optimisé. Et la dernière variable, qui est la plus importante, qui est d'informatique, elle fait la puissance en fait, donc c'est ça qui crée l'exponentielle, c'est le temps. Et ça, finalement, c'est peut-être ce qui est le moins bien compris parce que
plus tu vas commencer tôt et plus tu auras le temps de les faire marcher. Et je pense que tu connais ce fameux graphique de Warren Buffett qui montre l'évolution de sa fortune et qu'il est devenu, sa fortune est devenue exponentielle à partir de ses 70 ans, je crois, ou 60 ans. Il était que millionnaire, en gros, jusqu'à 60 ans. Il est devenu milliardaire à partir de 70 ans. Et c'est, je pense, le meilleur exemple qui prouve que le temps fait son effet avec les intérêts composés, parce que le gars, il a commencé à investir quand il avait 11 ans, je crois. Et aujourd'hui, il en a 95. Donc lui, il a eu le temps de les faire marcher, ces intérêts composés. Donc, dans les 4 variables qui existent, toutes sont importantes. Il y en a une qui, malheureusement, dépend de notre situation initiale, mais elle n'est pas, je pense, c'est pas condamnable si tu n'as pas de capital. Mais entre l'épargne, ça, tu peux jouer dessus. Donc, tu optimises ton budget, tu peux augmenter tes revenus, baisser tes dépenses. Le rendement, ça, j'ai envie de dire, il faut se former, se faire accompagner pour optimiser le meilleur couple rendement-risque. Et le temps, ça dépend que de vous. Il faut y aller. Il faut commencer dès aujourd'hui si vous nous écoutez. C'est ça. Et quel que soit le montant, je le rappelle aussi aux auditeurs, même si c'est 50 € par mois, c'est toujours mieux de mettre 50 € par mois que de mettre 0. Je pars du principe, tu vas connaître la théorie des petits pas, mieux vaut commencer petit plutôt que de ne pas commencer du tout, parce qu'en plus, quand tu commences petit, en fait, tu commences réellement. Et en fait, c'est comme quand tu vas jouer au poker et que tu mets pas d'argent, tu vois. Alors que tu mets juste même 5 €, et tu vas... Vraiment jouer. Tu vas vraiment jouer. Et c'est pareil pour l'investissement. Même si tu mets 5 balles sur un ETF pour commencer, tu vas commencer à regarder, ça marche comme ça, ok, je supporte comment la volatilité. Enfin, tu vas t'intéresser au sujet. Donc, commencer avec du vrai argent, même si c'est des petites sommes, et le reste suivra. Ouais, c'est vrai, il faut comprendre. Et pour comprendre, le mieux, c'est la pratique. Et donc, c'est vrai que des fois, la théorie ne vaut jamais la pratique. Les comptes en démo, ça marche pas. Ah, mais c'est certain, c'est certain. La magie des intérêts composés, on l'a compris, c'est vrai que les intérêts font des intérêts. On n'est pas sur des intérêts simples. C'est des mathématiques qu'on apprend au lycée, les intérêts composés. Mais c'est simple, il faut le faire avec vos investissements. Mais il y a quelque chose qui peut détruire toute la stratégie. Et je voudrais qu'on y vienne rapidement, c'est quand même la psychologie de l'investisseur, les biais comportementaux. Le mec qui va se dire, j'investis 50 000 puis 500 € par mois, et puis là, ça y est, le marché se retourne, j'arrête tout, je sors même mon argent, j'arrête tout. Ça, c'est ce qu'on appelle les biais comportementaux, la peur, et ça peut tout changer dans l'investissement. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces biais comportementaux quand on fait ce type de stratégie ? Il y a une formule que j'aime bien, encore des maths, mais c'est discipline supérieure à intelligence. Et plus important, c'est d'être discipliné. Pour être discipliné, je pense que il faut déjà savoir quel est ton horizon de temps. Quel est ton horizon de temps. Et alors, je vais aller un peu plus loin. Il y a une théorie que j'ai découverte, que j'ai appelée le ICCI. C'est intérêt, curiosité, compréhension et j'ai oublié le dernier I. Je crois que c'est le passage à l'action. Alors, je me suis trompé, du coup, c'est pas un I. Mais en gros, tu t'intéresses à un investissement. Ouais. Tu le comprends. Tu as une conviction et tu investis. Voilà, c'est le I, c'est investi. Et quand tu es passé par ces 4 étapes, que tu as eu d'abord l'intérêt, donc la curiosité, tu l'as compris, que tu as la conviction, après tu peux investir, mais sans te préoccuper des cours. Donc une fois que tu as compris comment marche un ETF indiciel, que tu es convaincu que sur le long terme, historiquement, la bourse a monté, que tu es convaincu que la croissance inexorable de l'économie fait que théoriquement, ça devrait monter. Évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas si ça fera ça dans le futur. Pareil pour d'autres actifs comme le Bitcoin ou l'immobilier. Et une fois que tu as compris et que tu as la conviction, tu peux investir sereinement et les bruits de marché, tu t'en contrefous. Je suis désolé, je ne sais pas si j'ai le droit de dire des mots comme ça. On a le droit, on y va. Mais tu n'as plus à regarder les cours et surtout, tu t'évites tous ces problèmes, tous ces biais comportementaux, émotifs qui vont te faire perdre tout l'intérêt du DCA. Tout l'intérêt du DCA, c'est investir quel que soit le montant. Et au contraire, quand ça baisse, c'est là où ça devient important. C'est là où ça devient intéressant. C'est là où il faudrait même augmenter les montants de base. Il faudrait augmenter le DCA. Alors après, on peut rentrer dans d'autres débats d'accumulation rationnelle, de DCA optimisé et tout, mais si on reste ça, même si tu restes avec ton DCA classique, encore une fois, je reviens sur cette théorie ICCI, si tu l'as compris, que tu es convaincu et que tu investis, en fait, tu t'en fous, quoi. Tu t'en fous, tu t'investis tous les mois et quand ça baisse, tu le vois comme une opportunité et pas comme un problème. Bien sûr, je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. Dans certains cas, mine de rien, la psychologie, il faut quand même la prendre en compte. Imaginons, on a une guerre mondiale, les investissements vont changer dans la décennie. Et ça se trouve, ça ne sera plus les US qu'il faut investir, ou l'Europe, ou les pays émergents. Il faudra peut-être réfléchir à l'investissement d'un point de vue général, et donc remettre en cause sa stratégie. Mais dans la plupart des cas, tant qu'il n'y a pas de grands changements majeurs, le plus simple, c'est souvent ce que je dis à mes clients, vous investissez, vous mettez votre versement mensuel, après vous ne touchez plus votre téléphone, vous ne touchez plus votre ordinateur, vous ne regardez plus pendant 10 ans et on en reparle dans 10 ans. Si vous voulez vraiment faire quelque chose de passif.
pour la partie versement mensuel. Pour le capital initial, la plupart du temps, il faut quand même jongler sur le profil investisseur, aller chercher des classes d'actifs qui peuvent être rentables. Tu as très peu parlé des obligations, mais je trouve qu'elles sont quand même intéressantes actuellement dans le contexte de taux qu'on connaît actuellement. C'est vrai que certaines classes d'actifs peuvent être intéressantes pour avoir du rendement. En tout cas, moi, j'ai bien compris grâce à toi, investir 500 € par mois en 2026 en tant que débutant, j'ai envie de dire qu'il y a 4 stratégies et que les 4 stratégies sont faisables. C'est ça. Et puis, tu as le choix en fonction de l'énergie que tu veux y mettre en termes de compréhension, temps, machin. Tu as le choix, quoi. Et le temps, c'est de l'argent, il faut le savoir aussi. C'est-à-dire que le temps, soit tu le mets pour investir et donc, mine de rien, tu mets ton propre argent, parce que ton temps, tu pourrais le passer ailleurs et gagner de l'argent aussi. Soit tu délègues ce temps à quelqu'un. Bien sûr, quand tu le délègues, ne le délègue juste pas à la banque, et on l'a rappelé 2 fois. Merci beaucoup Thomas pour cet épisode fort enrichissant. Merci également à vous d'être toujours aussi nombreux, de liker, de partager, de commenter le contenu. Et si vous souhaitez en savoir plus sur comment investir 500 € par mois en 2026 ou comment tout simplement investir un capital initial, vous avez ce livre. C'est la Bible de la gestion de patrimoine, c'est Construis ton patrimoine. C'est écrit par Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen du cabinet Bonnet et Doyen Conseil. Et moi, je vous remercie encore une fois pour votre écoute et pour toujours vous abonner de manière aussi nombreuse. À bientôt.